Hello, hello les amis, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle soirée du challenge. Ah, vous êtes déjà super nombreux, ça c'est top. Je vois qu'il y a déjà plein de monde, des noms que je reconnais, des prénoms que je reconnais depuis hier. Bonsoir à tous. Alors j'ai vu le premier faire un petit coucou, c'était Diediou qui a fait un petit bonsoir à tous. Sandrine, Fabienne, j'ai Appium, François, Marianne, Franck, Sabine. Bon, je vais pas dire tout le monde parce que vous êtes très, très nombreux. Allez, les amis, je vous partage mon écran et puis on y va. Bienvenue pour cette lundi, mardi, mercredi, jeudi, quatrième soirée du challenge Flip Immobilier dans lequel on va voir comment gagner 10 ans de loyer d'ici la rentrée prochaine. Alors, au programme de ce soir, programme de ce jeudi soir, donc on va commencer par les 4 fausses croyances qui vous empêchent de vous lancer dans l'achat-revente. Voilà, vous me direz si vous avez ces croyances-là, alors vous ne les avez pas forcément toutes, mais je suis sûr qu'il y a quelques croyances dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Ensuite, on verra 7 erreurs qui vous empêchent de vous enrichir avec les flips. Là encore, vous ne faites pas tous forcément toutes ces erreurs, mais on verra, c'est beaucoup d'erreurs de mindset, notamment, d'état d'esprit, d'appréhension. Donc voilà, vous allez certainement vous retrouver dans certaines de ces erreurs également. Et enfin, je vous ferai part de 2 mots que vous devez bannir de votre langage. Ces 2 mots sont typiquement les mots qui vont tuer vos projets, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quoi de votre vie courante. Vous allez voir que ces 2 mots ont un impact très fort. Et bien évidemment, je ne vais pas juste vous donner les 2 mots, je vais vous expliquer la raison psychologique, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Voilà, il y a des études qui ont été faites là-dessus et c'est pour ça que je vous les partage, parce que j'ai été un petit peu sidéré quand j'ai découvert ça et c'est tellement vrai pourtant ce que je vais vous raconter. Ok les amis, alors, petite question avant. Là, je vais vous demander d'être honnête. Alors, il y a pas de piège, très honnêtement. On a vu qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier en faisant des flips. Donc, imaginez que demain, je devienne votre employeur et que je vous propose une augmentation de 4 166 € par mois. Répondez-moi juste dans le chat, oui, non. Est-ce que vous acceptez cette augmentation de 4 166 € par mois? Pendant que vous me racontez, que vous me répondez, petite réponse pour Monique qui me parle du Claude Gifroff. Je l'ai fait juste avant la conférence. C'est rigolo. Moi, je te dirai si ça marche. Ok, bien. Ok, ah, là, il en faut toujours un, brut ou net. Est-ce que, voilà, que peu importe, comme tu veux, comme ça t'arrange. Ok, bon, et ben vous êtes tous super contents visiblement de m'avoir comme employeur. C'est drôle, il y en a toujours un quand je fais cette présentation-là. Là, en l'occurrence, c'est Anna qui dit, allez, on arrondit à 4200. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui fait cette remarque. C'est marrant de voir comme quoi il y a des choses qui reviennent tout le temps. Ok, bon, et ben super. Ah ouais, non, je dis, voilà, vous changez rien, vous gardez votre qualité de vie, le même job, les mêmes horaires, voilà, je ne demande rien en contrepartie, voilà. Ok. Allez, ça marche. Voilà, il n'y a pas de suite pour l'instant à ça. On en reparlera tout à l'heure. Donc, on va revenir sur le premier sujet de cette conférence de ce soir. 4 fausses croyances sur l'achat-revente. Donc, première fausse croyance, on en a déjà parlé au début de la semaine, on ne trouve plus de bonnes affaires. Alors, bien évidemment, par rapport à ces fausses croyances, je vais faire le lien avec les flips, avec l'activité d'achat-revente. Alors, on ne trouve plus de bonnes affaires. Le grand principe de l'achat-revente, justement, c'est de faire sauter cette fausse croyance, puisque en faisant de l'achat-revente, tu vas chercher autre chose et autrement que les investisseurs. On en a parlé, on va pouvoir chercher des terrains, des maisons pour faire des résidences principales, des appartements pour faire des résidences principales, des T3 qui sont trop petits pour de la location courte durée. Une petite erreur sur le slide. Des T3 qui sont trop petits pour de la location courte durée il y a une petite erreur sur le slide, je ne l'avais pas vu. Voilà, donc ils sont trop grands pour faire de la location courte durée et qui sont trop petits pour la colocation. Je me suis perdu avec les abréviations.
Avec l'achat-revente, donc, tu fidélises ton réseau. L'avantage pour un agent immobilier de proposer un bien à une personne qui va faire un achat-revente, la contrepartie à proposer à l'agent immobilier, c'est de lui dire, vous me trouvez un bien pour faire mon opération et quand je la vais, vous récupérez le bien à la vente. Et là, l'agent immobilier, il est content, il n'a rien à faire, il se prend 2 commissions sur le même bien, puisque une fois, il se prend une commission quand vous l'achetez et ensuite, il reprend une autre commission quand vous le revendez. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien à mettre en contrepartie avec les agents immobiliers, c'est de lui dire, voilà, vous avez une double commission sur ce projet, je suis en train de le faire. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai mise sur le groupe Facebook avec les garages, je vous ai mis une vidéo où je vous présente les stratégies pour optimiser des garages. Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire avec les garages. Donc, j'achète par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Et là, on est déjà en train de recommercialiser, alors que je ne suis pas propriétaire, de manière à le faire et je passe par le même agent immobilier qui recommercialise les garages. C'est ma façon, on va dire, de le remercier de m'avoir mis sur cette affaire. Et gros tips, hein, surtout sur l'achat-revente, c'est que eh bien, ça permet d'aller sur le marché de la résidence principale et pas de la rentabilité locative. Voilà, un investisseur, il va vouloir une rentabilité par rapport à des loyers qui sont ce qu'ils sont. Hein, ils sont donnés dans certaines villes, il y a un prix marché pour les loyers. Généralement, tous les biens du même type sont à peu près dans les mêmes tranches de loyer, alors que de la résidence principale, on va plus jouer sur l'effet coup de cœur, quoi. Et surtout, tu ne cherches pas forcément des travaux, contrairement aux investisseurs qui font de l'investissement immobilier proprement dit. On va le voir après. En fait, on n'a pas nécessairement besoin de travaux pour défiscaliser. Les meilleurs flips, c'est ceux qu'on achète où on ne fait absolument rien et on revend tel quel dans la foulée, quoi. Donc voilà, on ne cherche pas forcément des travaux. Donc, ce qui fait que ça nous ouvre d'autres horizons que l'investissement immobilier classique, puisque là, on va rechercher d'autres types de biens différemment et on aura d'autres relations aussi avec les apporteurs d'affaires, notamment avec les agents immobiliers. OK pour cette première fausse croyance. Je pense que là, on a balayé pas mal de choses. Je regarde un petit peu vite fait. Bon, je reviendrai après sur vos questions. Je ferai un petit check des questions après. On va passer tout de suite à la deuxième fausse croyance. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal de fois dans des commentaires, des personnes qui disent oui, mais il faut être marchand de biens pour pouvoir faire des flips, quoi. On peut pas le faire en tant que particulier. Alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, c'est la profession et l'activité. Pour être marchand de biens, en fait, c'est une activité professionnelle, hein, comme pour être boucher, pour être boulanger, pour être garagiste. C'est une activité professionnelle, c'est un métier. Et pour exercer ça en tant que professionnel, donc, eh bien, il faut être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Il y a un code APE marchand de biens, c'est-à-dire que c'est dans les registres des sociétés, des activités de société. Donc, c'est le 6810Z pour les marchands de biens. Il y a une imposition, c'est l'impôt sur les sociétés, donc on n'est plus sur le barème des impôts des particuliers. On a des contraintes puisqu'il faut tenir une comptabilité, faire des bilans en fin d'année, avoir des assurances, etc. Et surtout, en ce qui nous concerne, pour faire des achats-reventes, eh bien, on a des conditions bancaires de professionnels, comme je vous ai dit aujourd'hui. Un financement bancaire en tant que marchand de biens, on est sur des taux d'intérêt, quand on englobe tout, on est aux alentours de 10%, avec 30% d'apport. Donc on n'a rien à voir avec ce qui se fait pour les particuliers. Et même quand les taux des particuliers étaient aux alentours de 1%, les taux d'intérêt pour les marchands de biens étaient entre 4 et 5%. Donc, vous voyez que voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres au niveau des financements. Et on a en plus des durées qui sont très courtes. Quand on est marchand de biens, on emprunte sur 2 ou 3 ans. Donc, imaginez les intérêts d'un prêt de 200 000 euros sur 3 ans. Ça pique un petit peu quand même, hein. Donc voilà, donc ça, marchand de biens, c'est un métier. Et l'achat-revente, c'est simplement un acte qu'on peut faire en tant que particulier. C'est simplement de la gestion de patrimoine personnel. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison et que vous voulez le revendre, vous n'avez pas besoin de créer une société pour ça, quoi. Vous mettez une annonce sur le Bon Coin et vous le revendez. Donc ça, c'est la vente en tant que particulier. En tant que particulier, vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu et l'imposition sur la plus-value fait partie de l'impôt sur le revenu simplement, c'est qu'il y a un barème spécifique, on en reparlera tout à l'heure. Vous n'avez aucun compte à rendre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de comptable ou d'assurance spécifique
quand vous revendez votre appartement. Et vous avez les conditions bancaires des particuliers, puisque vous achetez un bien en tant que particulier, donc vous avez les taux d'intérêt, donc actuellement qui ont bien augmenté, mais qui sont bien en deçà de ce qu'on peut avoir en tant que professionnel. Donc, je reviens sur un terme qui est très souvent utilisé. Je l'ai vu déjà dans les jours précédents, il y a eu quelques commentaires avec ce terme-là, et tout de suite, ça m'a sauté aux yeux, et j'ai dit, il ne faut pas utiliser ce terme-là, ça n'existe pas. C'est le statut de marchand de biens. Aujourd'hui, il y a deux statuts. Quand on parle d'un statut, en réalité, c'est un statut fiscal. Aujourd'hui, il n'y a que deux statuts qui existent. C'est le statut de professionnel ou le statut de particulier. Après, il y a un statut qui est un petit peu entre les deux. On va dire c'est la SCI, la société civile, puisque la société civile, on peut choisir d'être imposé soit à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ou alors à l'impôt sur le revenu. Donc, la SCI, c'est en fonction du régime d'imposition qu'on choisit. Ça, c'est le cas particulier. Mais sinon, quand on parle de statut, eh bien, c'est un statut de professionnel ou un statut de particulier. Mais le statut de marchand de biens, en réalité, c'est simplement que tu es professionnel, quoi. C'est tout. Mais le statut de marchand de biens en lui-même, c'est pas quelque chose qui existe. Petite erreur de langage. OK pour vous là-dessus? Donc François qui revient à ce que je disais, j'ai refusé plusieurs augmentations pour me motiver à changer de vie. Ça peut être une raison, ouais. Terrain non constructible pour de l'achat-revente, on peut tout revendre, tout se revend. Donc même des terrains non constructibles, il n'y a pas de problème, ça peut se revendre. Donc SARL de famille, Fabien, même si on est à l'IS, généralement c'est plus un dérivé de la SCI. Donc c'est pas une société qui est prévue pour faire des opérations commerciales. La SARL de famille, voilà, à moins des cas particuliers, mais alors, on peut en faire, hein, mais c'est pas à la base c'est pas fait pour ça, quoi. Alors, Renaud qui nous dit, je vais revenir justement sur un terme aussi fiscal. Renaud qui nous dit, si on possède déjà sa résidence principale et qu'on fait un flip, n'est-ce pas considéré comme résidence secondaire et donc imposition énorme en cas de revente. L'imposition, on va y revenir tout à l'heure. Juste une chose concernant justement que tu dis qu'il y a résidence principale et l'autre est considéré comme résidence secondaire. Là encore, au niveau fiscal, il n'y a que deux types de résidence. C'est résidence principale et résidence secondaire. Et la résidence secondaire, ça peut être une maison de vacances où tu vas un mois par an pour les vacances et puis fermer le reste de l'année. Mais si c'est des appartements qui sont mis en location ou autre, eh bien tout ça, au niveau fiscal, c'est considéré comme des résidences secondaires. D'ailleurs, quand on remplit les documents fiscaux, c'est quand on a un bien, c'est est-ce que c'est une résidence principale ou une résidence secondaire. Et tout ce qui est locatif, à titre personnel, c'est de la résidence secondaire. Donc là encore, il n'y a pas 36 types d'activités, même si on est LMNP, LMP et autres. Tous les biens que l'on possède qui ne sont pas résidence principale, au niveau fiscal, sont considérés comme de la résidence secondaire. Voilà, puisque c'est une résidence qu'on a à côté, quoi. C'est tout. OK, donc j'ai dit, voilà, tout ce qui est plus-value, impôt et tout ça, on en reparlera. OK. Donc, on va continuer, les amis, avec la fausse croyance numéro 3. Justement, on en parlait. Je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Je vais payer trop d'impôts. Alors ça bloque énormément de monde. Alors, juste un petit point concernant les impôts, que déjà tout le monde comprenne et qu'on parle tous de la même chose. Alors, tiens, on voit même qu'on a un comptable parmi nous, justement, on va y venir. Alors déjà, premier temps, qu'est-ce que c'est que la plus-value? La plus-value, c'est la différence entre le prix de cession et le prix de revient. Donc, le prix de revient, c'est en gros ce que le bien vous a coûté. Entre l'achat, les frais de notaire, les travaux, les différents frais à côté, si vous avez fait passer un géomètre, un architecte, une décoratrice, tout ça, ça fait partie du prix de revient, c'est ce que le bien vous a coûté. Le prix de cession, c'est le prix de vente, tout simplement. Et la différence entre les deux, entre le prix de vente, donc ce que vous avez récupéré comme argent au moment de la vente, et le prix de revient, c'est la plus-value et c'est
cette partie-là qui est imposée. Donc, certaines personnes disent, ah voilà, mais je vais payer les impôts sur l'ensemble. Ils disent, tiens, je revends un bien à 200 000 euros, je vais payer 34% de 200 000. Non, non, c'est 34% uniquement sur la partie où vous gagnez de l'argent. Donc ça, premier point là-dessus. Après, la plus-value. Comment elle est faite? En fait, il y a deux impôts. L'imposition sur la plus-value, ce n'est pas une taxe, c'est ni plus ni moins qu'une part d'impôt sur le revenu qui a un calcul spécifique, qui est le même pour tout le monde. Donc, dedans, il y a une part d'impôt sur le revenu et il y a une part de prélèvements sociaux. Donc, quand on fait le calcul, si c'est des plus-values qui sont inférieures à 50 000 euros, donc si vous gagnez moins de 50 000 euros sur votre opération, la partie impôt sur le revenu sera de 19%. Donc, imaginez que vous achetez un bien, il vous a coûté 150 000 euros et vous le revendez 200 000, vous avez fait 50 000 euros de plus-value ou 45 000 euros de plus-value. Sur ces 45 000 euros, l'État va vous prélever 19% au titre de l'impôt sur le revenu. Il vous le prend une seule fois, ça ne sera pas repris après sur ce que vous allez devoir payer l'année prochaine sur votre déclaration. Ils prennent une fois et puis c'est tout. Si la plus-value est supérieure à 50 000 euros, c'est toujours 19%. Et en plus, il y a une petite taxe supplémentaire pour les gros profits. Et la taxe, suivant le montant, si c'est 60, 70, 80, 90 000 ou plus, eh bien, c'est une taxe qui va de 2% à 6% en plus des 19%. Donc là, on voit qu'on a un impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 25%. Hein. Si on fait 19 plus 6, là, ça peut piquer, mais c'est spécifique, c'est pour les grosses plus-values en tant que particulier. Donc, en gros, on va dire, dans notre cas, généralement, les opérations que vous allez faire, on va être sur du moins de 50 000 euros. Si vous faites plus, tant mieux. Mais on va faire simple, on va partir sur du moins de 50 000 euros. Donc, impôt sur le revenu, 19%. Et ensuite, il y a les prélèvements sociaux, donc CSG et CRDS, à hauteur de 17,2%, ce qui fait qu'en moyenne, on est à 36,2% d'imposition sur la plus-value si vous faites une plus-value de moins de 50 000 euros. Donc, si vous revendez un bien et que vous faites une plus-value dessus de 50 000 euros, eh bien, sur ces 50 000 euros, il y a 36% qui partent à l'État et il y a à peu près donc 70% qui sont pour vous, quoi. Donc ça, voilà, comment est fait la plus-value. Maintenant, on va partir sur un cas concret. On va prendre deux familles. On a une famille qui a un revenu net imposable de 48 000 euros et la même famille, c'est leur voisin qui habite au même endroit, la maison d'à côté ou le palier d'à côté s'ils sont dans un appartement. Donc, on a la première famille qui gagne 48 000 euros, qui va devoir payer ses impôts. Donc là, j'ai fait un calcul basique, hein, je ne tiens pas compte des parts, des demi-parts, etc. Voilà, c'est juste pour vous montrer la différence qu'on a entre les deux. Donc cette famille-là va payer de 0 à 10 777 euros, elle n'est pas imposable. Ensuite, sur la tranche entre 17, en gros entre 10 000 et 27 000, c'est 11%. Entre 27 et 70 000, c'est 30%. Et ce qui fait que sur les 48 000 euros de revenus, notre premier couple va payer 7 994 euros d'impôt sur le revenu. Et ce jeune couple, il a suivi un de mes programmes de formation, il a fait une belle opération, il a fait un flip et il a fait une plus-value de 50 000 euros. Donc, sur ces 50 000 euros, il a été imposé à 36,2%, ce qu'on vient de voir. Donc, ils ont payé 18 100 euros d'impôt au titre de la plus-value. Donc, en tout, sur l'année, entre leurs revenus et l'opération d'achat-revente qu'ils auront fait, ils auront contribué aux impôts à hauteur de 26 094 euros. Leurs voisins d'à côté, alors eux, ils n'ont pas le temps d'investir. Eux, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de chercher, ils ont le temps de rien faire parce qu'ils ont un boulot qui est extrêmement prenant. Et pour 98 000 euros de revenus, ils ont une tranche de barème supplémentaire. Et ils payent, eux, 25 131 euros. Donc, on voit qu'il y a une petite différence entre les deux. OK pour vous? Vous êtes d'accord avec ça? Dites-moi dans le chat. Vous avez suivi? OK, donc c'est bon pour tout le monde. François, d'accord.
Maintenant, j'ai une question à vous poser. C'est que vous êtes tous en panique. Tout le monde se pose des questions avec l'imposition sur la plus-value. Ouais, je vais payer de la plus-value, on est taxé à mort et tout ça. Vous êtes une majorité, si ce n'est pas tous, à avoir accepté l'augmentation de 4 166 € que je vous ai proposé en début de conférence. Eh bien, les 4 166 €, si vous faites x12, bah en fait, c'est nos 50 000 €. Donc, vous acceptez d'avoir une augmentation de salaire de 50 000 €, d'être imposé dessus au titre de l'impôt sur le revenu et de vous retrouver dans le cadre de notre couple qui paye 25 131 €. Par contre, vous n'êtes pas content si vous gagnez cet argent en faisant très peu de travail, en étant tranquille dans votre boulot, en faisant juste un achat-revente qui ne va pas vous prendre énormément de travail parce que bon, c'est quelques heures à passer par-ci par-là. Et on voit qu'au niveau impôt, il y a 1000 balles d'écart, quoi. Par contre, c'est plus facile de gagner 50 000 € avec de l'achat-revente plutôt que de demander une augmentation de plus de 4 000 € à votre employeur, quoi. Donc, tout ça pour en conclure que le blocage que vous avez sur la fiscalité, on est imposé, etc., eh bien, c'est beaucoup un blocage psychologique par rapport aux impôts, parce que de toute façon, on est français, hein, et on sait qu'en France, on paye beaucoup d'impôts, et donc on a une aversion bien à payer des impôts. Je veux tout faire pour en payer le moins possible. Mais vous voyez qu'en réalité, que vous payez ça sur vos revenus ou sur une opération immobilière, globalement, ça revient quasiment au même, quoi. Donc, ce blocage de dire je ne fais pas parce que je vais me faire allumer par les impôts, arrêtez, allez-y. Moi, comme je dis, je préfère toucher 70% de quelque chose que 100% de rien. Voilà le gros principe que je voulais vous partager ce soir avec ça. Alors maintenant, je vois que ça rebondit là-dessus. Ah, vous n'avez pas aimé ça. Voilà, je l'aime bien cette petite démonstration parce qu'elle change un petit peu ça change un petit peu de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend d'habitude. Alors c'est sûr que il y a des mécanismes, il y a des astuces après derrière pour arriver à diminuer ça, à payer le moins d'impôts possible. Il y a des montages et voilà. Et moi je recommande surtout pour les personnes qui veulent débuter dans l'immobilier, débuter avec un achat-revente parce que c'est là où on peut avoir le plus de levier et on va pouvoir beaucoup plus facilement avoir des exonérations et ne pas payer payer le moins de plus-value possible, quoi. Et encore plus si vous commencez en étant locataire, là, il y a des super opérations à faire. Alors, on va avancer parce que je vois que le temps passe. Quatrième fausse croyance, les banques ne financent pas les flips. Donc, il y a beaucoup qui disent, moi, je ne veux pas faire parce que les banques ne financent pas, donc ils ne font pas, tout simplement. Alors, c'est vrai, on en a déjà parlé, les banques ne financent pas les flips. Par contre, ce qu'il faut faire simplement, c'est monter le projet en locatif ou en résidence principale. Alors, quand je dis monter le projet, c'est simplement la manière dont vous allez le présenter à la banque. Vous pouvez dire à la banque, voilà, je vais racheter une maison, je vais déménager, il faut que je rachète, je vais acheter une maison pour la faire financer comme si c'était votre résidence principale. Ou alors, vous dites, voilà, je vais faire un investissement locatif, vous le faire financer comme ça. Et puis, une fois que vous l'avez, vous le revendez, quoi. Après, une fois que vous possédez le bien, vous en faites ce que vous voulez. La banque, j'ai déjà eu des personnes qui disent ah oui, mais moi, la banque refuse que je revende mon bien. C'est pas la banque qui choisit, quoi. Si tu as envie de revendre ton bien, tu le revends, c'est tout. Voilà, donc monter le projet en locatif ou en résidence principale. Après, bien évidemment, il faut faire un dossier de prêt en béton. Et là, surtout, comme on veut l'avoir, on ne va pas aller gratter et se mettre le banquier à dos à dire tiens, voilà, je veux gratter deux petits pourcentages, enfin deux petits points sur le taux d'intérêt. Je veux prendre l'assurance ailleurs, je veux payer ça un petit peu moins cher. Et puis là, il faut me faire un cadeau de ça. Non, au contraire, on va aller dans le sens du banquier en lui disant, moi, je vais faire ce projet-là. Le taux d'intérêt, voilà, même s'il y a 0,1% de plus, ça ne va pas me changer la vie. Si ça vous fait plaisir, l'assurance, je la prends chez vous. Même si vous voulez que je prenne la box Internet chez vous et mon abonnement de téléphone, il n'y a pas de problème. Voilà, faites cet effort-là. Tout ce qui est pris en abonnement, en contrat chez le banquier, ça peut tout être résilié très facilement du jour au lendemain. Donc voilà, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Il faut vraiment aller dans le sens du banquier et lui proposer des contreparties avec ce qu'il a envie d'avoir, quoi.
Et surtout, négocier, voilà ce que je viens de dire, hein, des conditions qui sont favorables à la revente et qui sont différentes que celles du prêt locatif à long terme. Donc, il y a par exemple de faire attention à la clause de remboursement anticipé. Je vous ai déjà dit, normalement, dans la majorité des cas, si ce n'est pas dans l'ensemble, il y a toujours des exceptions, c'est pour ça que je prends des pincettes, mais normalement, quand vous revendez un bien, le fait de revendre le bien, la banque vous demande de revendre, donc de rembourser le prêt, donc vous n'avez pas d'indemnité de remboursement anticipé. Mais certaines banques essayent. Elles disent, ah bah tiens, vous avez revendu avant la fin, donc il faudrait nous payer une indemnité de remboursement anticipé. Ben, s'il y a un pigeon qui paye, tant mieux pour la banque et tant pis pour le pigeon, quoi. Donc, mais normalement, si vous revendez le bien, en cas de revente, vous n'avez pas d'indemnité à payer puisque vous ne possédez plus le bien. Voilà concernant la partie bancaire, donc la partie banque. Donc là, on a vu, je dirais, quatre idées reçues qui bloquent pas mal de monde et qui font qu'il y a pas mal de personnes qui disent bah non, je ne vais même pas commencer à chercher un bien parce que la fiscalité, parce qu'on ne trouve pas de bonnes affaires, parce que le banquier ceci, voilà. Et ils trouvent toujours quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui bloque pas mal de monde. Donc j'espère que avec ce qu'on vient de voir, ça va vous ouvrir un petit peu des nouvelles perspectives. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui passent, mais voilà, on en reparlera juste après. Voilà les conditions, je vois voilà, tout ce qui est. Allez, je vais en prendre deux, trois pour avancer un petit peu. Euh, voilà, donc tout ce qui va être revente d'une résidence d'un bien qui n'est pas notre résidence principale, c'est la revente d'une résidence secondaire, David. Voilà, donc la revente d'une résidence principale, oui, c'est exonéré de plus-value. Et également, si vous êtes locataire et que vous avez un autre bien qui est une résidence secondaire, eh bien, la première vente d'une résidence secondaire est exonérée de plus-value si dans les 2 ans, vous utilisez cette somme pour acheter une résidence principale. Donc là, le gros levier, écoutez bien l'astuce, et je vous conseille de le faire avec vos enfants, si pour vous c'est trop tard, que vos enfants commencent par faire ça. En tant que locataire, vous achetez un bien qui va être un bien locatif, une résidence secondaire. Ce bien, vous le revendez, vous faites un flip avec. Comme c'est une résidence secondaire, que c'est la première, et que vous êtes locataire, eh bien, vous êtes exonéré de plus-value dessus. Dans les 2 ans, il faut racheter une résidence principale. Donc, dans les 2 ans, vous rachetez un bien pour le montant de la vente que vous avez faite, que vous déclarez en résidence principale. Et cette résidence principale, eh ben, vous la revendez et vous êtes également exonéré de plus-value puisque on est exonéré pour la revente d'une résidence principale. Et ces deux ventes exonérées vont vous faire déjà une belle somme d'argent, ben, soit pour vous faire plaisir, soit pour monter une société de marchand de biens si ces opérations-là vous plaît, ou alors en apport pour votre vraie résidence principale. En tout cas, vous avez une belle somme d'argent pour débuter. Et très franchement, si vous avez des enfants, faites-leur faire ça dès le départ, même si après ils font pas d'immobilier. 2 opérations comme ça, imaginez que vos enfants en 2 ans, ils débutent dans la vie, ils se retrouvent avec 40 ou 50 000 euros de cash d'épargne devant eux, ça leur permet de ne pas avoir peur de l'avenir et d'avoir une certaine confiance dans ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite, quoi. Voilà la petite astuce du jour. Donc, vous avez bien fait d'être là ce soir pour regarder ça. Tiens, je vais juste voir ici, justement, combien vous étiez. Ah, on est le même nombre qu'hier, tiens, c'est drôle. Euh, allez, on continue. Maintenant, on va voir donc 7 erreurs fatales qui vous empêcheront de réussir. Donc là, c'est des erreurs, voilà, c'est surtout des erreurs de mindset. Donc, on va pas s'éterniser dessus, mais c'est quand même hyper important de les souligner. Et vous allez voir que, comme je pense, dans les idées reçues qu'on a vues, vous êtes pour certains reconnus dedans, et notamment avec l'imposition, parce que vous avez tous peur des impôts, mais vous avez tous accepté mon augmentation. Donc, voilà, cette erreur fatale. Donc, la première, on en a déjà parlé, c'est de penser comme un investisseur. Voilà. Quand on fait un achat-revente, on va chercher des acheteurs de résidence principale. Souvenez-vous, quand on achète, premier truc qu'on doit penser, c'est notre cible, à qui on va revendre. Donc, l'objectif, dans la plupart des cas, c'est d'aller chercher des acheteurs de résidence principale et pas des locataires. Donc, on va penser
plus-value et pas rentabilité. Quand on est investisseur, quand on veut faire du locatif, on dit voilà, j'achète un bien, voilà le montant du bien, voilà les charges, voilà le montant du loyer, voilà ce que je vais payer en crédit, etc. Voilà la rentabilité derrière. Je fais du 4, du 6, du 8, du 10, du 12%. Voilà, on calcule la rentabilité et on regarde le cash flow. Quoique le cash flow, tout le monde ne regarde pas. Mais si vous avez acheté un garage que vous louez 50 euros par mois et que vous faites du 100% de rentabilité, eh ben, vous avez quand même que 50 balles, quoi. Vous n'allez pas aller loin avec ça. Donc, la rentabilité, c'est bien, mais c'est pas trop là-dessus qu'il faut regarder. Et surtout, quand on fait de l'achat-revente, un bien peut ne pas du tout être rentable en locatif, mais il peut vous permettre de faire une plus-value de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas bon en location qu'il va pas être bon à la revente. Donc, on pense différemment et on calcule différemment également, puisque du coup, bah, là, on va calculer de la marge à la revente et on va pas calculer du cash flow. Donc, les calculs ne sont pas les mêmes. Deuxième erreur, c'est croire qu'on n'a pas le temps. Alors ça, je vois beaucoup de personnes qui disent ouais, mais j'ai pas le temps de faire les visites, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Et par contre, bah, ces gens, quand on discute avec eux, bah, ils s'enchaînent des séries Netflix à tour de bras. Toutes les semaines, ils ont vu une nouvelle série tout entière, quoi. Mais ils n'ont pas le temps pour aller visiter des biens. Moi, je dis que personne n'a le temps, mais tout le monde a des priorités. Et pour imager ça, je vais vous prendre un cas concret. Aujourd'hui, si vous faites partie de ces personnes qui disent, bah voilà, moi j'ai du mal, j'ai pas le temps parce que ben je travaille, je pars tôt le matin, je rentre tard le soir. Quand je rentre à la maison, bah, j'ai mes enfants, il y a les devoirs, faut que après il y a le repas, faut faire à manger, tout ça. Après je suis claqué. Le lendemain matin, il faut se lever de bonne heure, il faut préparer les enfants pour l'école et etc. etc. Je suis d'accord, hein, je l'ai vécu, hein, j'ai deux filles. Voilà, je suis pas Superman. Moi aussi, je me levais tout le matin, j'allais au boulot, j'étais salarié, ma femme aussi. Donc, on a vécu tout ça. Pourtant, on a investi dans l'immobilier. Et je vous prends un exemple. Vous avez cette routine hein, hyper chargée. Hein. Et puis, chez vous, bah, il y a une fuite d'eau. Il y a une canalisation qui a un problème et d'un seul coup, ça se met à couler et vous avez votre maison qui est inondée. Et bah, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le plombier. Et là, le plombier, il vous dit, ouais, ok, pas de problème. Bah, je peux passer aujourd'hui entre 11h et 16h. Ah, qu'est-ce que vous faites? Il vous dit pas, je viens à 11h. Hein. Généralement, il dit, je viens entre 11h et 16h. Et les pires, c'est si vous appelez pour Enedis, hein, pour l'électricité ou pour le téléphone, voilà, ils disent, on vient tel jour entre 8h et 17h. Hein. Donc là, je prends la fuite d'eau parce que c'est vraiment le truc où voilà, si vous ne le faites pas, ben, votre appartement il est inondé. Ben, dans votre programme là, super chargé avec les enfants, les courses, l'école, la maison, machin, tout ça, ben, vous avez peut-être trouvé le temps à un moment de rester chez vous pour accueillir le plombier parce que vous avez votre fuite d'eau qui est en train d'inonder la maison. C'est ça que j'appelle avoir des priorités. Et si à un moment donné, il faut peut-être qu'il y a une super affaire, que vous avez bien abordé le truc en amont, etc., et qu'il faut que dans votre job, vous demandiez à votre boss, si vous êtes salarié, de dire, tiens, là, j'ai un impératif. Aujourd'hui, il faudrait que je parte 2 heures plus tôt. Bon, bah, ok, il y a peut-être 2 heures que vous allez devoir rattraper ou 2 heures, vous n'allez pas être payé. Par contre, derrière, vous allez peut-être aller visiter un bien qui va vous rapporter 30 ou 40 000 euros, quoi. Donc, c'est ça que j'appelle avoir des priorités. C'est voir de quelle manière vous pouvez vous organiser ou alors bah, faire des visites le soir ou faire des visites entre midi et deux ou faire des visites le week-end mais il y a toujours une solution dans l'organisation pour arriver à trouver du temps pour ça. Repensez à la fuite d'eau et dites-vous, voilà, il faut que je me libère du temps pour réparer ma fuite d'eau. Quoi. Voilà l'impératif que vous allez avoir. Ou imaginez, je ne vous le souhaite pas, mais un membre de votre famille qui a un accident de voiture, même si ce n'est pas grave, ou une voiture en panne, et ben d'un seul coup, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous allez l'aider. Quoi, hein. Donc voilà ce que j'appelle, voilà, tout le monde a des priorités. Enfin, personne n'a le temps, mais tout le monde a des priorités. Donc voilà, à vous de voir quelles sont vos priorités dans ce que vous voulez faire. Troisième erreur, c'est vouloir faire trop de travaux. Là, je parle même pas de faire les travaux vous-même. Alors je parle spécifiquement de l'achat-revente. Hein. C'est vouloir faire trop de travaux parce que les travaux c'est du temps et le temps c'est de l'argent. Je vais vous donner un cas concret.
Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous ai montré le cas de la maison, une grosse maison que j'ai divisée en deux. Il y a un côté, ça a été revendu au locataire qui était dedans. La deuxième partie, j'ai fait aucun travaux, j'ai revendu en l'état à des jeunes qui allaient rénover cette maison pour en faire leur résidence principale. Eh ben, j'avais fait le calcul parce que la maison, c'était une belle maison en pierre et tout ça. Il y avait un truc magnifique à faire dans cette maison. Il y avait du terrain, une belle vue sur la chaîne des Alpes et tout ça. Il y avait quelque chose de magnifique à faire dans cette maison. Et là, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, voilà, si je fais les travaux dans cette maison, déjà, il va falloir que je finance les travaux. Donc, il faut que je finance 100 000 euros de plus. En gros, j'avais 100 000 euros de travaux. Je finance 100 000 euros de travaux, ça veut dire que sur ces travaux, la banque me demande un apport aussi, hein. Donc, sur cet apport, déjà, il fallait que je sorte 30 000 euros de plus de ma poche, puisque la banque demande à peu près 30% d'apport. Après, sur ce montant global, je vais payer des intérêts. À l'époque, on était aux alentours de 6% d'intérêts que je vais devoir payer tous les trimestres. Les travaux vont prendre du temps. Vu les travaux qu'il y avait à faire, il y en avait bien pour 1 an de travaux. Donc, je vais payer des intérêts pendant 1 an. Je vais financer du budget supplémentaire. Et dans 1 an, je vais revendre avec plus cher, quoi. J'aurai toujours une plus-value, mais je vais revendre plus cher puisque la maison sera finie. Et en faisant le calcul, compte tenu du coût des travaux, entre le prix des travaux, ce que ça allait me coûter en assurance et ce que ça allait me coûter en financement bancaire, je gagnais la même somme sans faire de travaux qu'en faisant des travaux. Donc, sans faire de travaux, j'ai fait l'opération en 4 mois, j'ai levé moins de fonds, j'ai mis moins d'épargne sur le projet et j'ai gagné exactement la même somme que si j'avais fait 1 an de travaux en levant 100 000 euros de plus. Donc voilà un exemple concret. Donc quand on fait de l'achat-revente, des fois vous allez avoir des opérations, vous dites, tiens, il y a une maison, je peux la diviser en deux par exemple, et je revends les deux côtés. Ne faites pas de travaux, ça sert à rien. Les travaux vont prendre du temps et vous n'allez pas gagner plus d'argent. Après, si l'objectif, c'est de dire, j'achète un bien pourri, je le rénove et je le revends rénové et c'est ça qui va valoriser le bien, oui. Si le but c'est de rénover l'appartement, il faut faire des travaux, bien évidemment. Mais même ces travaux-là, parfois vous faites un minimum de travaux, c'est-à-dire que vous remettez juste le truc propre, vous repeignez juste les murs en blanc ou on l'avait vu aussi en fonction de votre cible client, des fois vous mettez juste une sous-couche de peinture pour dire aux gens, voilà, tous les murs, c'est tout fait, c'est tout prêt, vous avez juste à repeindre de la couleur que vous aimez. Je ne veux pas vous imposer mes couleurs, donc des fois, moi, je l'ai fait en plaisantant. Je dis sinon, vous auriez eu une maison verte et bleue, quoi. Donc les gens rigolent et ils comprennent pourquoi j'ai pas fait la peinture, mais ça m'est arrivé de revendre des appartements en mettant juste une couche d'après, donc la sous-couche, tout est blanc. Et après, je dis aux gens, voilà, si vous voulez mettre du blanc, vous mettez du blanc. Si vous voulez du bleu, du vert, du marron, mettez les couleurs que vous voulez, quoi. Donc, ne faites pas trop de travaux, ça sert à rien. Quatrième erreur, c'est ne pas vouloir faire les choses. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah non mais ça c'est bon, j'ai pas envie de le faire. Alors ça on y reviendra après, mais aller faire des visites, aller demander des devis, faire des visites avec des entreprises, essayer d'aller voir telle ou telle personne pour essayer d'intégrer un réseau ou des choses comme ça. Dites-vous bien que quand on va faire de l'immobilier d'une manière générale, que ce soit pour faire de l'achat-revente ou du locatif, chacune de vos actions va donner de la valeur. Ça va vous donner de la valeur à vous parce que des fois, vous allez apprendre des choses. Ça va vous permettre d'étendre votre réseau. Ça va vous permettre de vendre un bien plus cher. Ça va vous permettre de trouver un bien. Et des fois, ça ne va pas être instantané. Vous allez faire quelque chose à un moment donné et puis ça ne va rien donner. Et puis, une semaine, 15 jours après, hop, vous avez un petit retour de quelqu'un qui va vous appeler et ça va débloquer des choses. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Je suis allé il y a quelques temps de ça, c'était il y a 2-3 ans de ça. C'était au moment, si vous vous souvenez, je vous ai montré l'annonce avec la maison. Il y avait une maison où l'annonce était un petit peu bizarre. La maison a été découpée en appartements avec un bout de terrain, etc. C'était au moment où j'ai acheté cette maison, et vous allez voir le lien. J'avais rencontré une personne qui était, c'était la commerciale chez mon fournisseur de matériel électrique. Et donc c'était une femme et qui me dit ah tiens il y a le club de rugby parce que moi je suis Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu c'est un peu
la ville du rugby, quoi, très gros club de rugby. Et elle dit, voilà, il y a un club de rugby qui organise une soirée avec les sponsors. Et les sponsors peuvent inviter quelqu'un, voilà, si ça t'intéresse. Donc, moi, la société est sponsor. Donc, moi, je vais y aller pour essayer de rencontrer quelques personnes. Si ça te dit, bah, comme j'ai le droit à une personne, tu peux venir. Ouais, moi, allez. Alors, je joue pas au rugby, hein, je suis pas grand fan de rugby. Euh, je dis, ouais, bon, faut aller faire une soirée avec des rugbyman. Ouais, bon, ça me dit pas trop. J'avais un peu la flemme, pas trop envie d'y aller. Et puis, je me dis, bon, allez, on sait jamais, hein. Des fois, au détour d'un verre, voilà, je peux toujours croiser quelqu'un d'intéressant. Je vais à cette soirée. Et à cette soirée, il y avait le directeur du service urbanisme de la ville. Donc, je discute un petit peu avec lui et c'était au moment où j'étais sur ce projet avec la maison sur lequel je voulais diviser mon terrain, dire je prends la maison, je divise le terrain, je garde la maison sur 250 mètres carrés de terrain et la parcelle d'à côté, je la revends en terrain constructible. Donc, lors de cette soirée, je lui en parle et il me dit ouais, ouais, dans ce secteur-là, il n'y a pas de problème, c'est en plein centre-ville, il n'y a pas de limite, tout ça, t'as qu'à déposer ta demande et puis je la validerai. Donc, j'ai fait ma demande qui était prête. J'ai posé ma demande le lendemain à la mairie. Donc, j'ai demandé s'il était là et il était là. Je lui ai dit, tiens, c'est hier, voilà ma demande pour ma division du terrain. Déclaration préalable de division parcellaire. J'ai eu le retour en 24 heures. D'habitude, il faut à peu près un mois. Donc, voilà le truc. Je suis allé une soirée où j'ai pas eu, où j'avais pas trop envie d'aller, bah, j'ai rencontré quelqu'un bah, qui après m'a été d'une grande aide aussi sur d'autres dossiers. C'est là que j'ai fait la connaissance et que j'ai sympathisé avec le directeur du service urbanisme, qui déjà m'a fait passer un dossier en 24 heures, donc j'ai gagné un mois dans les démarches administratives. Et en plus, il m'a aidé après pour d'autres opérations. Donc ça, c'est vraiment l'image de dire, voilà, chacune de vos actions donne de la valeur. Faire des choses, c'est pas forcément faire des choses qui sont liées à votre bien immobilier, ça peut être des petites choses, de créer son réseau et tout ça. Et ça, c'est vraiment un exemple typique que je voulais vous partager. OK pour vous. Je vois qu'il y a eu un petit problème de son qui est revenu. Voilà, chance, c'est préparation plus opportunité pour action. C'est très bien ça. Je vais la garder celle-là, François. Allez, cinquième erreur, on est déjà à la cinquième, avoir peur des démarches administratives. Ah, alors ça, c'est c'est un grand truc. Alors moi, je dirais surtout, c'est pas de la peur, c'est de la flemme, parce que c'est vrai que personne aime faire des démarches administratives. Je pense que dès qu'il faut qu'on remplisse une déclaration d'impôt, une déclaration de n'importe quoi, un document administratif, on est tous là à se dire, oh là là, mais ça me prend la tête, j'ai pas envie de le faire, tout ça. C'est pas qu'on a peur de le faire en fait, hein, c'est qu'on a la flemme. Et quand on est bah, dans de l'immobilier, comme on est sur des projets avec des gros montants, eh bien, ça va tout de suite prendre des ampleurs pas possibles. Des gens qui disent, ah ouais, mais attendez, il faut que je pose une déclaration préalable. Ah non, mais je le fais pas, j'ai peur de me tromper. Si je fais une erreur sur le document, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, les gens mettent ça sur le compte de la peur, mais c'est juste qu'ils ont la flemme de lire des documents avec tout est écrit, il y a les notices, il y a des tutos également, il y a des infos sur Internet, tout ça. Donc, généralement, c'est plus de la peur que de la flemme, quoi. Donc voilà ce qu'il y a au niveau des démarches administratives. Tiens, dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous des fois qui ont pas fait certaines choses en disant ah mais non là tiens je vois qu'il y a une histoire de PC. Non, alors c'était pas un PC en 2 jours, c'était pas un permis de construire en 2 jours, c'est juste la déclaration préalable. Mais ouais, dites-moi donc dans le chat, dites-moi moi ou dites-moi quelque chose. Est-ce que vous avez peur aussi des fois de faire des démarches administratives ou de ne pas faire des choses parce qu'il faut faire des démarches administratives? De dire tiens voilà bah il y a ça, il faut que je demande une autorisation, faut que je fasse ceci. Là j'ai le cas par exemple bah, pour demander des autorisations de stationnement à la mairie pour pouvoir bloquer 2 places de parking pour mettre des voitures de chantier pour mes artisans par exemple. Bah, il faut prendre rendez-vous à la mairie, il faut faire des papiers, tout ça. Et voilà. Tout ce qui est urbanisme, voilà, à part permis de construire, généralement, les délais, c'est un mois. Un mois et 2 mois pour les permis de construire. Et tout ça, si on est dans un secteur classé bâtiment de France, on rajoute un mois supplémentaire. Ouais, donc Sabine, voilà, qui est un peu phobique administrative. C'est bien comme terme.
Voilà, François qui a la chance d'avoir sa femme qui est assistante administrative. Ok. Bon, on est tous un petit peu comme ça. Bon, voilà, à vouloir faire des trucs un petit peu à la dernière minute, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire. Donc, je ferai ça plus tard. Et puis après, on se prend des rappels parce que c'est fait à la dernière minute ou qu'on est en retard. Ok, les amis. Alors, sixième erreur. Et alors ça, c'est une erreur bah, assez simple. Si vous faites cette erreur-là, bah, vous ferez jamais rien. Ça, c'est clair. C'est d'attendre le bon moment. Juste pour ça, je vais vous partager une petite citation. Euh, Hier est l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça que ça s'appelle le présent. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Ça vient pas de moi, hein. C'est une petite phrase que j'ai reprise. Non, non, ça vient pas de moi, David. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est quelque chose. Je vais vous aider. Allez, dites-moi. J'attends qu'il y ait quelques réponses. Einstein? Non, c'est pas Einstein. Fabienne? Ah, il y a Jim, c'est moi. C'est pas le Dalai Lama. Il y a eu la bonne réponse, hein. C'est pas Socrate, c'est pas le général de Gaulle, c'est pas Gandhi, c'est pas Victor Hugo. Non, non, non. C'est pas Mandela. Ah, c'est bien, hein, il y a des bonnes personnes, hein. C'est pas Descartes non plus. C'est pas Jack Sparrow. Jack Sparrow, c'était le problème, c'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. C'est pas Warren Buffett non plus. Allez, je vous donne la réponse. C'est Maître Ogway dans Kung Fu Panda. C'est le maître dans Kung Fu Panda. Le maître, la tortue. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait c'est la tortue, c'est dans Kung Fu Panda. Ouais, c'est la tortue, c'est le maître Kung Fu dans le dessin animé Kung Fu Panda. J'aime beaucoup les dessins animés. Je suis resté un grand gamin dans ma tête, en fait, hein. J'aime beaucoup les dessins animés parce qu'il y a beaucoup de dessins animés où il y a des petites phrases comme ça qui sont très percutantes. On en retrouve dans Kung Fu Panda, il y en a quelques-unes. Dans le film Ratatouille aussi, il y en a quelques-unes aussi que j'aime bien. Il y a un autre film, c'est dans Retour vers le futur, il y en a quelques-unes aussi sur l'avenir et tout ça. Il y a de temps en temps des petites punchlines là, qui sortent, qui sont pas mal. Et il y a un autre film aussi que j'aime bien, c'est dans... euh, Ah, c'est un film de Noël, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Bon, enfin bref, je ferai une petite vidéo là-dessus. Je vous partagerai mes dessins animés préférés avec les petites citations préférées. Ok. Ah, donc il y a François qui est... Ah non, c'est Marine, ouais, Marine qui a mis le lien. Je pense que c'est peut-être l'extrait de Kung Fu Panda. Super. Allez, septième erreur. Septième erreur. Et alors ça, si vous cherchez une cible client quand il faut définir votre client, la personne qui va acheter votre bien, c'est de se mettre à la place de l'acheteur, de dire ah bah oui, mais il aimerait pas ceci, il aimerait pas cela, si je fais pas ça comme ça, et voilà, vos points de vue, vos goûts, vos objectifs sont différents. Euh, c'est c'est souvent une remarque que je fais. Vous passez dans la rue, vous allez voir des maisons qui sont à côté de voies ferrées, des maisons qui sont à côté de l'autoroute, euh, des maisons, des appartements qui sont au rez-de-chaussée dans des petites villes, enfin dans des rues très sombres, dans des centres-villes. Donc tous ces biens-là, bah, ils sont pas top, hein. La plupart d'entre nous, ces biens-là, on les aurait pas achetés, on n'habiterait pas dedans. Et en fait, quand vous regardez, eh ben, ils ont trouvé preneur. Il y a des gens qui les ont achetés, il y a des gens qui habitent dedans, simplement parce que bah, ils n'ont pas le même point de vue que vous ou moi, quoi. Moi aujourd'hui, là, j'habite une maison en pleine campagne. Devant moi, je vois que des champs. Le premier commerce de chez moi, il est à 4 kilomètres. Donc voilà, il faut forcément, bah, en gros, que je prenne la voiture pour y aller, ou alors que je fasse une demi-heure de marche. Donc les commerces sont assez loin et il y a beaucoup de personnes qui disent oh là là, mais t'es dans un trou perdu, moi jamais je serais venu habiter là. Voilà. Et moi, je dis ça à des personnes qui sont en centre-ville. Moi, maintenant, je supporterais plus d'habiter en centre-ville. Donc, vos points de vue, vos goûts, vos objectifs sont différents de vos acheteurs. Donc, ne vous mettez pas à la place des acheteurs, que ce soit pour la couleur des murs, que ce soit pour le style de la cuisine, que ce soit pour l'emplacement du bien.
voilà, que ce soit pour l'environnement, vous n'êtes pas votre acheteur. Donc, le bien, il est ce qu'il est. Si les chiffres parlent, votre bien trouvera quelqu'un pour l'acheter, quoi. Donc ça, c'est une erreur très, très courante, hein. Il y a beaucoup de projets qui ne se font pas, des belles opportunités de personnes qui se mettent à la place de l'acheteur et qui disent « Ah ben non, je ne vais pas prendre ça, je ne veux pas ». Typiquement, j'ai acheté, ce qui me vient à l'esprit, j'ai acheté, si vous vous souvenez, les 2 appartements, je vous ai montré 2 appartements qui étaient l'un au-dessus de l'autre, que j'ai rénovés, que j'ai revendus. Quand j'ai acheté ces appartements, personne ne les voulait. C'est pour ça que j'ai réussi à les négocier à un bon prix. Pourquoi ils ne les voulaient pas? J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, puisque ça, c'était il y a 6 ou 7 ans. Elle est encore sur ma chaîne YouTube, cette vidéo. En fait, personne n'en voulait, parce que juste en face, en fait, moi, je vous ai montré une photo où on voyait le bâtiment, mais de là où j'ai pris la photo, si je me retournais, juste en face, il y avait un énorme trou, parce que c'était l'ancien hôpital qui a été détruit et dessus, ils construisaient un nouveau quartier. Donc, il y avait un chantier énorme. Il y avait un trou qui était assez profond puisqu'ils allaient faire 2 étages de parking souterrain. Il y avait des grues, il y avait des pelleteuses, il y avait plein de trucs sur ce terrain-là. Et il y a plein de gens qui ont vu ces trucs-là. Ils ont dit, ah mais non, mais moi, j'achète pas ça parce que il y a un chantier en face et ça va être hyper bruyant. Et ben moi, je l'ai acheté. J'ai fait des appartements dedans. Alors déjà, pour ceux qui étaient dans l'appartement, c'était pas trop bruyant parce que les gens qui viennent dans un appartement en location courte durée, c'est des gens qui généralement ne sont pas là la journée. Et le chantier se fait pendant la journée. Les gens sont là le soir et le week-end, mais le soir et le week-end, il n'y a personne sur le chantier. Donc en fait, c'était hyper calme. Et le comble de cette histoire, c'est que j'ai très bien loué ces appartements et les personnes qui venaient dans ces appartements, c'était des gens qui travaillaient sur le chantier. Donc en plus, j'ai pu avoir des locataires qui étaient juste devant moi parce qu'ils construisaient des bâtiments. Il y avait un magasin Cora et tout ça. Et donc, il y avait des sociétés qui venaient d'assez loin. Il y avait une société parisienne qui venait. Il y avait la direction de Cora qui venait avec leurs architectes et tout ça, quoi. Et comme il n'y avait pas d'hôtel dans la ville, ils voulaient être à proximité. Et donc, ils venaient dans mes appartements, quoi. Donc voilà, moi je me suis pas mis, donc là moi c'était pas l'acheteur, c'était le locataire, mais il y en a beaucoup qui achetaient pas parce qu'ils se mettaient à la place du locataire en disant ça va être bruyant, mais en fait ça ne l'était pas, quoi. Et enfin, non, ça y est, on est à 7, hein. Ouais, j'avais dit il y a 7 erreurs, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais donc on va se faire un petit récap, les 7 erreurs fatales qui vous empêchent de vous enrichir. Donc premièrement, penser comme un investisseur, croire qu'on n'a pas le temps, vouloir faire trop de travaux, ne pas vouloir faire les choses, avoir peur des démarches administratives, attendre le bon moment et se mettre à la place de l'acheteur. Voilà, ça c'est vraiment cette erreur importante qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, éventuellement, faites une copie d'écran, prenez ça en photo. Tiens, je vous partagerai ça sur le groupe Facebook parce que c'est vraiment des choses où quand vous avez un projet, tout ça, vous regardez ça, vous dites, ah, je suis en train de faire cette erreur-là, attention, il faut éviter, sinon je risque de passer à côté d'une opportunité. Voilà ce que je voulais vous partager avec ces erreurs. Est-ce que c'est OK pour vous, euh, Claude, des entreprises pour les travaux? Bah oui, j'en ai puisque je fais des travaux. Des croyances, voilà. Voilà, passer au principe de réalité. OK, les amis. Bon. Euh, Dernier point pour ce soir, c'est les 2 mots qui vont tuer vos projets. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être ces deux mots qu'on dit à la suite, hein. Donc c'est pas 2 mots séparés, c'est juste 2 mots qu'on dit à la suite. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que c'est que ces 2 mots? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, euh, j'ai peur, c'est pas ça, mais ça pourrait être ça, ouais. J'y connais rien, ça fait un peu plus. C'est vraiment 2 mots, hein. Je vais essayer, ça fait 3 mots. Trop difficile. Ouais. Trop cher. Alors, je dis, c'est pas que dans l'immobilier, hein, c'est quelque chose, ça peut fonctionner pour tout, hein. C'est impossible, trop long, pas maintenant, dur, dur, du coup, j'aimerais.
Ah, pas pour moi, ça fait trois. Pas pour moi, trois mots. Non, plus tard, trop tard. Eh, il n'y a toujours pas la réponse, hein? Mais si. Ah, on approche, Patrick, pas loin. Ok, demain, ouais, ça pourrait. J'ai trop s'enrichir, plus jamais. Ici. Bon, allez. Eh, mais c'est incroyable. C'est la première fois qu'il n'y a pas la réponse. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, je vous les donne. Oui, mais. Le 8 mai, il y a même, si vous regardez dans les... J'ai vu l'autre jour sur Instagram, il y avait une chaîne, un compte Instagram, je ne sais plus qui c'était, sur le développement personnel, justement, c'était un conférencier en truc psychologique et tout ça, je sais plus trop ce qu'il faisait, qui faisait justement toute une conférence, un truc qui durait, je sais pas combien de temps, sur le 8 mai, justement. Alors, euh, pourquoi les 8 mai vont tuer vos projets? Alors, vous avez certainement déjà eu des projets, vu des annonces, fait des trucs, que ce soit quel qu'il soit, hein, et vous ou la personne en face de vous, vous dites oui, mais ceci, oui, mais cela. Et le oui, mais, en fait, ben, c'est une porte ouverte après pour, c'est le début hein, d'une phrase qui après va essayer d'argumenter. Alors, le comportement, il y a un principe de comportement avec le oui mais. Pourquoi les personnes, ou vous, pourquoi on, hein, je veux dire on parce que ça m'arrive aussi hein, de dire oui mais, au niveau comportemental, ça consiste à rejeter une série de suggestions après les avoir demandées en se positionnant en victime. Là, vous me dites, Jérôme, comment on trouve des bonnes affaires? Ben, il faut créer ton réseau. Ouais, mais comment je fais pour créer mon réseau? Oui, mais comment je fais pour que les agents immobiliers ils me prennent au sérieux? Oui, mais où je vais trouver des biens ailleurs que sur Internet? Voilà. Et le oui, mais ça va toujours être, on demande quelque chose et quand on a une réponse, c'est le oui, mais et on passe au truc suivant, quoi. J'ai eu un exemple avec ça. C'était un, un de mes clients qui voulait, un client des formations qui voulait acheter un bien, tout ça. Je l'accompagne. On trouve tout dans ses prix et tout ça. Et une fois qu'il y avait tout, que tout était OK, il me dit, oui, mais il n'est pas rentable à la location et avant de le revendre, j'aurais voulu le louer un petit moment. Oui, mais, et il trouve un truc supplémentaire. Mais c'était pas prévu qu'il le loue. Il m'en a jamais parlé de le louer. Le truc, c'était, il trouve un bien, on rénove, il faisait quelques travaux dedans, et il revendait avec une plus-value. Et en fait, il avait peur de passer à l'action. C'est la première fois qu'il faisait une opération comme ça. C'est la première fois qu'il allait devoir gérer des travaux. C'est la première fois qu'il allait devoir revendre un bien. Et il allait devoir faire plein de démarches, faire plein de trucs. Il était un petit peu en panique, en fait, là. Il était content d'avoir trouvé, mais en même temps, ça lui a fait peur. Il a dit, eh, mais maintenant, il va falloir que j'avance, quoi. Et donc, il a cherché un argument. Et là, c'était oui, mais avec un argument supplémentaire. Donc là, c'était typiquement, voilà, il rejette une série de suggestions après avoir demandé et il se positionnait en victime en disant, bah oui, mais je suis victime de ça, je te rends compte, il n'est pas rentable si je le loue, quoi. Ça, c'est le côté comportemental. Et ça amène à une croyance, c'est de dire, ben, les autres sont incapables de m'aider parce que je suis un cas particulier. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire ouais mais moi c'est différent, ouais mais moi j'ai une situation un peu spéciale, ah oui mais moi c'est particulier. Donc voilà, c'est tout le monde est un cas particulier, on est tous on est des individus signifie individuel, on est tout seul quoi. On est tous des cas particuliers. Donc la croyance est de dire oui mais voilà, je suis un cas particulier, dans l'occurrence de ce client, je suis un cas particulier, moi je veux revendre, mais avant je veux louer, et donc bah, dans mon cas, bah, ça marche pas, quoi. Et enfin, le but du oui mais, c'est de dégager sa responsabilité en prouvant aux autres qu'ils ne peuvent pas non plus résoudre le problème. Là, avec le cas que je vous ai exposé, le oui mais il est pas rentable à la location, bah je peux pas faire mieux. Non, il n'est pas rentable à l'occasion, quoi. Donc par rapport à ça, eh ben je peux pas faire mieux. Et donc là, il se positionne en victime en disant oui mais j'ai ça et toi non plus tu peux pas m'aider, donc je fais rien, je passe pas à l'action. Et ça c'est vraiment les deux mots qui vont caractériser un,
je dirais, une envie d'immobilisme, quoi, l'envie de ne pas faire quelque chose, plutôt que d'essayer de trouver une solution, de dire, ah, mais là, il y a une solution à trouver, c'est oui, mais il y a tel problème ou il y a telle chose qui fait que ce n'est pas réalisable. Et souvent, quand on dit oui, mais, c'est plutôt dans le sens négatif, en disant, bah, oui, mais je ne fais pas les choses, quoi. Voilà, c'est souvent dans ce sens-là. Donc, si vous avez des gens autour de vous, si vous aussi vous êtes amené à utiliser ces mots-là, repensez à moi quand vous entendrez dire quelqu'un qui dit oui, mais voilà. Tiens, chérie, tu mets la table? Oui, mais avant, il faut que j'aille prendre ma douche. Oui, c'est, bah oui, c'est après, oui, il faut y aller. Oui, il peut toujours y avoir des cas comme ça. Essayez aussi, prenez cette slide et puis sur un cas concret de la vie courante, essayez de voir ce que ça peut induire au niveau comportement, croyance et le but, quoi. Oui, mais je mets pas la table. Oui, mais avant, il faut que je prenne ma douche. Le but, c'est simplement de dégager la responsabilité pour pas mettre la table, quoi. Bon, voilà, les amis. Dans le prochain cours, demain, après ça, je vais prendre vos questions. Je vois qu'il y avait eu quelques, quelques questions qui ont été posées. Donc, dans le prochain cours, demain, on verra donc comment bien choisir sa stratégie de flip. On a vu qu'il y avait plusieurs stratégies, qu'il y avait des parkings, des maisons, des immeubles, etc. Comme je dis toujours, qui peut le plus, peut le moins. Donc, pourquoi quelqu'un qui a la possibilité d'acheter des immeubles, pourquoi au lieu d'acheter un immeuble, vous achèteriez pas plutôt trois lots de garage? Vous voyez, à prix équivalent, voilà, pourquoi pas. Donc, on verra en fonction de vos situations comment bien choisir votre stratégie de flip. On verra les 5 ingrédients qui sont indispensables pour réussir un flip. Voilà, c'est pas juste c'est une bonne affaire ou je suis dans un beau quartier. Voilà, il y a 5 éléments qui doivent tous être là. C'est comme une recette de cuisine. Il faut qu'il y ait tous les ingrédients pour réussir le gâteau. Ensuite, on verra les 6 étapes pour créer votre cercle vertueux. Voilà, je vous ai dit, voilà, vous achetez un premier garage, après vous en achetez deux, après vous achetez un petit appartement, après vous achetez un grand appartement. Voilà, le fait de faire à la suite plusieurs opérations, et ben, c'est ce qu'on va appeler un cercle vertueux qui fait qu'on va toujours pouvoir passer de plus en plus gros, de plus en plus cher et gagner de plus en plus d'argent. Et donc, on va voir les 6 étapes pour créer ce cercle vertueux. Et ensuite, on verra comment vous allez pouvoir vous lancer de manière à pouvoir réaliser tout ça d'ici la rentrée prochaine, puisque c'était quand même la promesse de ce challenge. Voilà les amis. Maintenant, si vous avez quelques questions, oula, je vois que il y a Nathalie là qui nous a mis un petit pavé sur le oui et le pas. Oui, mais c'est peut-être non, je crois pas que ce soit lui, hein. Peut-être, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus qui j'avais vu. C'est peut-être lui qui disait ça, en effet. Mais bon, j'avais fait cette slide-là bien avant cette petite vidéo là de Marc Simoncini, voilà, gros entrepreneur, hein. Et je l'ai vu il y a pas longtemps cette vidéo. Ok les amis, comme d'habitude, je repasse face à vous et comme ça vous allez voir ma petite trombine face à vous. Me voilà. Oui, c'est ici, j'ai mal à la dent ici. Allez, je remonte un tout petit peu dans le chat là-haut. Ok, alors, bon, là, je vois beaucoup de oui, on verra plus tard. Tac, 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 tac. Euh, oui, mais voilà, oui, le oui, mais sont aussi des excuses. Ben oui, c'est un petit peu ça, hein. Ce que je disais, ouais, au niveau comportemental, c'est de se trouver des excuses, quoi, pour ne pas agir. Ok, tac, tac, tac. Urbanisme. Ok, les amis. Alors, j'ai 33 777 qui pose des questions sur les travaux. Voilà, comment je gère, on a un petit peu le temps là ce soir, je me permets de répondre à ça. Comment je gère les travaux? Eh bien, soit je les gère moi-même. Alors, moi,
Là, pour le coup, je peux dire par rapport à vous, je suis peut-être un cas particulier. J'ai été pendant 15 ans conducteur de travaux. Donc, ça aide un petit peu. Le principe du conducteur de travaux, c'est d'aller chercher, enfin de manager des équipes, plusieurs entreprises, etc., pour coordonner les travaux, quoi. Donc, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chantiers que je gère moi-même. Là, il y a juste un chantier, celui dans lequel je vous ai fait la petite vidéo qui est sur le groupe Facebook, là, que je suis en train d'acheter en ce moment, où bah, j'ai l'appartement qui est en train d'être cassé. Euh, Là, j'ai un assistant maître d'ouvrage qui s'occupe du chantier, simplement parce que bah, en ce moment, je suis avec vous. La journée, eh ben, je prépare les lives, je prépare les présentations, voilà. J'ai pas mal de choses à faire, quoi. C'est du off hein, pour que vous ayez les replays demain. Et ben, ça me demande pas mal de taf le soir et je me couche tard. J'ai des choses à préparer aussi la journée et tout ça. Donc, comme je savais que j'avais pas le temps de m'en occuper, là, j'ai pris quelqu'un pour gérer ça. Donc, assistant maître d'ouvrage ou alors ben, les gérer toi-même. Ou alors, l'autre solution, ce que j'ai fait beaucoup aussi, c'est de prendre une entreprise tout corps d'État, ce qui fait que tu as un interlocuteur et c'est une seule entreprise qui fait tous les travaux. Donc, voilà, il y a différentes solutions par rapport à ça. Alors, le problème, c'est une opportunité de trouver des solutions en essayant de les régler, tout à fait. Est-ce que l'ensemble de vos flips ont été réalisés dans un rayon de moins de 50 km? Oui, j'ai tout fait autour de chez moi. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment à allez, un quart d'heure, entre un quart d'heure et 20 minutes de chez moi maximum, quoi. Tiens, je vois un petit truc là. Qu'est-ce qui dit ça? Toc, 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 toc. Euh, Diediou, dites-moi juste pour info, mettez-moi juste un oui ou un non. Est-ce que vous souhaitez que je vous mette à disposition l'ensemble de la présentation de toute la semaine en PDF que vous puissiez la télécharger? Est-ce que ça vous serait utile? Oui. Très honnêtement, c'était pas prévu, hein. Euh, ok, je vais le faire. Pas encore, je me donne encore du job. Donc, ok. Bon, alors, vous l'aurez peut-être pas ce soir, hein, parce que bah, il faut que j'organise tout ça. Allez, je me le note là. Hein. Allez, hop là. Je vous enverrai ça. Je vous mettrai un petit bouton. Vous aurez un petit lien. Je vous enverrai ça par mail. Demain, on est vendredi. Ah, il y a encore la présentation de demain. Eh ben, je vous prépare ça pour samedi. Samedi, vous aurez, donc dans la journée de samedi, je pense que ça pourrait être fait d'ici là. Dans le mail, vous aurez la possibilité donc de télécharger l'ensemble des présentations au format PDF. Je vous mettrai un lien, vous arriverez sur une page. Je vais voir comment j'organise ça avec un bouton pour pouvoir télécharger tout ça. Ok, les amis. Bon, allez, je vais m'occuper de ça. Alors, je reviens un petit peu dans les questions parce que là, toc, 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 du coup, j'ai zappé un petit peu le truc. Je suis fou de vous demander ça, je me rajoute du travail. Ouais, alors tout ce que je dis, hein, ça marche aussi en copropriété. Hein. C'est Chenet, là, ou Chêne, je sais pas qui pose la question. Est-ce que ce que je dis, ça fonctionne aussi en copropriété? Ouais, oui, les appartements, vous achetez un appartement, la plupart du temps, l'appartement est en copropriété, donc il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est où tac, 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 tac. Adonis qui est curieux, est-ce que dans la même zone géographique? Bah oui, je t'ai dit, c'est tout autour de chez moi. Un quart d'heure, 20 minutes autour de chez moi. Alors, c'est pas que je veux pas aller plus loin, hein, c'est que j'ai maintenant mon réseau et suffisamment d'opportunités pour pas aller trop loin. Donc, bah, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir tous les projets qui sont à côté de chez moi. Je me suis dit à un certain moment, tiens, il y a telle ou telle ville, ça pourrait être intéressant, mais parfois à l'autre bout de la France. Mais en fait, j'ai même pas le temps et ni l'occasion d'y aller puisque
j'ai plein de projets qui me tombent dessus autour de chez moi. Je vais même plus les chercher. On me les propose maintenant. Donc, merci Jim. Comment faire un flip en région parisienne? Le réseau, David, le réseau. C'est tout à fait possible en région parisienne. Il faudra juste voir acheter le bien en fonction de tes moyens. Et si tu peux pas dans Paris, eh ben sortir un tout petit peu. L'avantage de la région parisienne, c'est qu'il y a des transports en commun qui vont assez loin et assez rapidement. Donc, tu peux sortir un petit peu sans forcément aller très loin, de manière à avoir des prix qui soient plus accessibles et dans des secteurs qui sont quand même très demandés, quoi. Non, pour les rénovations, il n'y a pas besoin de permis. Euh, voilà, on me dit là pour une rénovation, il faut un permis de construire. Non, non, non. Les seules choses qu'il faut, permis de construire, c'est pour construire. Sinon, c'est déclaration préalable de travaux. Donc en fait, ça s'appelle une déclaration. En fait, on demande une autorisation de travaux. C'est pour tout ce qui va toucher à la consistance du bien et à l'extérieur. Donc, si tu dois refaire des fenêtres, une façade, une toiture, tout ce qui se voit de l'extérieur, il faut demander une autorisation à la mairie. Ou alors, si tu changes la nature du bien, si le bien, c'était un appartement et que tu divises en deux, par exemple, eh ben, il faut demander une autorisation, à la mairie. Mais sinon, pour la plupart des travaux, il n'y a pas besoin d'autorisation. Alors, non, Gilles, j'ai pas de contrat type pour des entreprises, tout corps d'État, puisque jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé avec des entreprises que je connais. Voilà, les dirigeants de ces entreprises-là, pour la plupart, moi, c'est des copains que je connais depuis longtemps, donc voilà, ils me font un devis, je signe le devis et on se met d'accord sur la date de démarrage de chantier, et puis le chantier démarre, et puis leur intérêt, hein, l'intérêt pour une entreprise, c'est que une entreprise sérieuse, j'entends, c'est que le chantier se termine le plus tôt possible, quoi. Comment ça se passe pour la décennale dans le cas d'une entreprise tout corps d'État? Il y a des décennales pour les entreprises tout corps d'État. Simplement, ils vont avoir des montants différents en fonction des corps d'État. Justement, ils vont dire, voilà, la société a une assurance décennale qui est garantie pour les travaux de plomberie à hauteur de tel montant, d'électricité, c'est tel montant, de petite maçonnerie, c'est à tel montant, de carrelage, tel montant. Donc, il y aura vraiment tous les corps d'État que fait cette société, et il y aura en face les montants pour lesquels la société est assurée. Si on regarde le marché IMO actuel, du moins je me préfère en bien. L'achat-revente sont bien ralentis. Par contre, beaucoup de demandes pour de la location. Quid de l'achat-revente aujourd'hui? Alors, les transactions sont ralenties. Ça va dépendre des secteurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas trop parlé, mais on entend beaucoup dire, oui, le marché de l'immobilier, il n'y a plus de ventes qui se font, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va dépendre des secteurs et ça dépend des types de biens. Et en fonction de votre secteur, aujourd'hui, j'ai envie de dire, essayez d'aller chercher des gens qui ont de l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai que bah, les personnes qui étaient au SMIC avec une seule personne sur un couple qui travaille, bah, aujourd'hui, pour se faire financer, pour acheter quelque chose, ça va être difficile. Les robinets sont un peu refermés, hein, faut se dire la vérité. Donc aujourd'hui, si vous vendez des biens, faites vraiment des biens qualitatifs, de bonne qualité. Donc soit vous allez chercher, si le bien est terminé, des gens qui ont de l'argent, ou alors, bah, si vous vendez des plateaux ou des choses comme ça, c'est pareil, ça sera des investisseurs qui ont de l'argent ou des entrepreneurs, quoi. Mais tout est une histoire de cibler son client pour trouver des acquéreurs, quoi. Allez, je regarde vite fait vos questions. Tac, tac, tac. Alors, tout ce qui est prix d'achat, prix de vente, etc., c'est tout du calcul, hein.
j'ai des grilles de calcul, hein, c'est des fichiers Excel et c'est les chiffres qui parlent. Hein. On rentre tous les prix, regarde un petit peu les prix marché de ce qui se fait dans la région et puis on voit ce que ça peut donner et comment il faut se placer au niveau des chiffres pour voir si, comme on dit, est-ce que les chiffres tournent ou pas. Voilà. Est-ce que quand on regarde le résultat en bas, est-ce que c'est en positif ou en négatif? Si c'est en positif, c'est bon, on y va, quoi. Il n'y a pas de TVA en tant que particulier. L'opération, il n'y a pas de TVA quand on fait de l'opération des opérations d'achat-revente en tant que particulier et même en tant que professionnel. La particularité de la profession de marchand de biens, c'est qu'une société de marchand de biens, en fonction des opérations, on peut jongler entre trois régimes de TVA. Donc, on a la TVA, on est exonéré de TVA. Donc, comme les particuliers, on ne tient pas compte de la TVA. On a de la TVA sur marge. Donc, on paye de la TVA uniquement sur la plus-value qu'on va faire. Ou alors TVA intégrale, TVA sur le prix de revente. C'est notamment dans le cas du neuf. Bon, globalement, voilà, j'ai plus trop de questions. Je crois que toc toc toc, on a peu tout. Un fourchette de prix pour les travaux, ça dépend du type de travaux. Voilà. Adonis qui demande si je veux reprendre des vidéos YouTube. Je lance le compte Instagram. Je vous en ai pas encore parlé. Il faut que je vous en reparle d'ailleurs dans le groupe Facebook. C'est tout récent. Jérôme Yvon Immobilier sur Instagram. Voilà, tout nouveau compte, quelques vidéos, voilà, quelques posts, des stories, tout ça. Donc pas mal de choses sur ce compte qui démarre tout juste. Hein, il a une semaine, mais déjà quelques publications sympas, quoi. Donc allez voir Jérôme Yvon Immobilier. Ok les amis, eh ben merci pour cette soirée. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Si jamais j'ai pas répondu à toutes les questions, n'oubliez pas le groupe Facebook pour poser vos questions. Il est là pour ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, j'étais très content encore de partager cette soirée avec vous. Demain, grosse soirée puisque c'est soirée conclusion. J'aurai quelques cadeaux pour vous. Normalement, j'ai enfin deux cadeaux, deux surprises pour vous demain, voire même, vous voyez là, je viens d'en ajouter une troisième. Donc, quelques surprises demain en fin de conférence. Donc, soyez bien présents au maximum pour ceux qui peuvent être là. En tout cas, moi, j'étais très content de partager cette première partie de semaine avec vous. Merci d'être présent encore ce soir. Et puis, je vous dis à demain, même endroit, même heure, et on se retrouve de bonne heure et de bonne humeur. Allez, ciao les amis, à demain. Ciao, ciao.